Mesdames, Messieurs, bonjour, chers confrères, bonjour, et merci donc de vous être inscrits pour ce webinaire sur la force majeure en droit des contrats. Alors, il y a à la fois beaucoup de choses à dire, on a un temps relativement limité puisqu'on a prévu environ 45 minutes d'exposé, plus un temps pour les questions-réponses. On verra un petit peu comment ça avance. Parfois, je parle un peu vite, donc peut-être que ça ira un peu plus vite. On verra bien. De toute façon, ça laisserait plus de temps pour les questions. Voici le plan global de l'exposé que je vais aborder avec vous, mais je vais y revenir plus en détail en vous le reprécisant dans quelques instants. Par ailleurs, ces slides vous seront adressés par la suite et donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Alors, avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est la force majeure proprement dite, j'aimerais aborder avec vous une question préalable qui peut sembler être une évidence, mais qui est néanmoins quelque chose qui me paraît important de rappeler. C'est le fait que le droit n'est pas un art en soi, un art abstrait que l'on pratiquerait en chambre pour le plaisir de la réflexion. C'est une discipline éminemment pratique. D'où la difficulté de parler des droits subjectifs que l'on peut avoir à la suite d'un cas de force majeure ou autre, ou de l'absence d'un cas de force majeure, lorsque la justice ne fonctionne plus tout à fait correctement ou tout à fait normalement. Il y a donc une difficulté particulière pour ceux d'entre vous qui sont des avocats, mais aussi pour les juristes d'entreprise qui doivent rendre un conseil en interne sur une position juridique, lorsqu'on ne sait pas très bien si on peut aller devant les tribunaux et qu'est-ce qu'on pourrait obtenir devant les tribunaux en cas de problème. Et du coup, je crois que c'est intéressant de rappeler simplement l'existence. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Il y a d'autres séminaires qui y sont consacrés, et notamment un midi de la formation qu'organise demain le professeur Jean-François Van Drogenbroek. Et si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant. C'est organisé par le Jeune Barreau de Bruxelles, où il va disséquer cet arrêté de pouvoirs spéciaux numéro 2 du 9 avril 2020. Mais je pense que c'est quand même utile d'évoquer très brièvement les grandes lignes de cet arrêté, parce qu'en dépend l'effectivité des droits, en réalité, que l'on peut essayer de faire valoir vis-à-vis de son co-contractant. Alors, il y a deux grands principes qui sont consacrés par cet arrêté de pouvoirs spéciaux. Le premier principe, c'est que toutes les audiences qui étaient fixées pour plaidoirie, toutes les affaires qui étaient fixées pour plaidoirie entre le 11 avril et le 3 juin sont théoriquement de plein droit prises en délibéré sans plaidoirie. Alors, je dis en théorie parce qu'il y a deux limites. La première, c'est que les parties peuvent formuler des objections. Et à ce moment-là, le juge a un pouvoir d'appréciation selon que les parties sont unanimes ou selon que seule une d'entre elles ou seule certaines d'entre elles se soient opposées à la prise en délibéré automatique. Il y a une deuxième réserve théorique, c'est que à partir du moment où un texte prévoit que c'est de plein droit, il faut encore voir comment ça s'applique en pratique. C'est-à-dire qu'on a de nombreux juges dans le pays, on a de nombreuses juridictions. Certaines d'entre elles ont déjà pris des ordonnances pour régler la période de confinement, et ces ordonnances ne coïncident pas tout à fait toujours avec ce qui est prévu dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux. Donc, il faut encore voir comment ça se passe en pratique. Même lorsque l'affaire est prise en délibéré sans plaidoirie, le juge peut encore demander des explications orales. À nouveau, il faudra voir comment ça se passe en pratique. Et à mon avis, il y aura des divergences assez sensibles d'une juridiction à l'autre et même potentiellement d'un juge à l'autre. Donc, tout ça ne rend pas facile de prévoir comment les choses vont se dérouler. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour les affaires qui étaient déjà prêtes. C'est les affaires qui étaient fixées pour plaidoirie. Ce qui m'intéresse plus dans le cas de la problématique de la force majeure, ce sont les affaires qui n'étaient pas encore prêtes pour plaidoirie, ce sont des affaires qui devaient encore être mises en état, dans lesquelles on devait encore échanger des conclusions. Eh bien, par rapport à cela, l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux numéro 2 prévoit que tous les délais de conclusion qui expirent ou qui expiraient entre le 9 avril et le 3 mai sont automatiquement reportés de plein droit le 3 juin et que tous les délais ultérieurs sont décalés. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est parce que en pratique, la conséquence de cela, c'est que la mise en état des causes est totalement paralysée, puisque c'est une chose de ne pas pouvoir tenir des audiences, parce que les audiences, évidemment, ça implique de se déplacer, ça implique de se voir, donc il y a un risque sanitaire. Par contre, le fait d'échanger par voie électronique ou par papier même des conclusions, il n'y a pas de risque sanitaire en soi. Et donc, on peut, c'est un euphémisme, s'interroger sur le choix qui a été fait par le gouvernement de suspendre de facto les mises en état en reportant tous les délais.
C'est pour le moment pour une brève période, du 9 avril au 3 mai, mais il se pourrait que ce soit prolongé et il faudra voir quelle est la décision qui sera prise. Ça peut être prolongé par une décision prise par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, donc il n'y a plus besoin d'un véritable arrêté royal de pouvoirs spéciaux. Alors certes, il y a une exception qui est prévue en cas, dit le texte, d'urgence et de péril dans le retard. Alors, l'urgence, on croit connaître ce que c'est, mais pourtant ce n'est pas l'urgence du référé, parce que les audiences de référé ne sont pas automatiquement considérées comme urgentes au sens de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux. Péril dans le retard, c'est un terme un peu vague, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et le rapport au roi ne contient aucune indication utile à ce sujet. Alors néanmoins, si vous estimez que votre cause est urgente, vous pouvez introduire une demande de dispense au juge, oralement, mais ça va être difficile, ou par écrit, et là, la partie adverse a 8 jours pour faire valoir ses observations, et puis le juge se prononce. Ce qui va évidemment demander aussi un travail supplémentaire pour les juges. Ce n'est pas très clair sur quelle forme ils se prononcent non plus. Est-ce sous forme de jugement, sous forme d'ordonnance, par simple lettre? Tout ça n'est pas totalement clair. J'ai envie de dire que ce n'est pas grave si la période de confinement se limite du 9 avril au 3 mai. On en saura plus après le Conseil de sécurité de vendredi. Mais ce sur quoi je voudrais quand même attirer votre attention, c'est que si jamais, comme semble-t-il, ce qui paraît clair, c'est qu'on ne va pas déconfiner totalement du jour au lendemain. Donc, il va y avoir un déconfinement progressif. Quelle est la position que va prendre le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va considérer que puisque le déconfinement a commencé, on peut recommencer à conclure dans les causes? Alors, il n'y a pas de problème, la période de report aurait été très courte. Mais si par contre, le gouvernement décide de prolonger, de dire que par exemple, on prolonge la période du 3 mai jusqu'au 30 juin, là, ça implique un problème très, très concret. Parce que ça voudrait dire que pendant 2 ou 3 mois, voire plus, il y aurait une suspension totale de la justice pour les causes non urgentes, puisque même si j'introduis une nouvelle affaire, cette affaire ne peut pas être jugée, puisqu'elle ne peut pas être jugée tant que je n'ai pas échangé mes conclusions, et je ne peux pas échanger mes conclusions tant que la mise en état est paralysée. Techniquement, je peux déposer mes conclusions, mais mon adversaire, lui, ne doit pas les déposer, et on sait bien que dans un procès, il y en a toujours un des deux qui a intérêt à freiner des 4 fers, en général le défendeur, mais pas toujours. Et donc, du coup, la question qu'on peut raisonnablement se poser, me semble-t-il, c'est celle de savoir s'il y a un prolongement sensible de cette période de suspension, est-ce qu'il ne va pas y avoir une véritable atteinte au droit d'accès à un juge qui pourrait être considéré comme disproportionné? Et vous savez que n'importe quel juge peut censurer cet arrêté royal de pouvoirs spéciaux s'il est contraire à l'article 6 de la CEDH. Et c'est évidemment pertinent parce qu'il va y avoir des problèmes de force majeure qui se posent. Et pour le moment, la justice est un peu à l'arrêt, mais au fur et à mesure que le déconfinement progresse, il va y avoir de plus en plus de problèmes qui vont se manifester au fur et à mesure que la situation dure. Et donc, à ce moment-là, il va falloir trancher les causes à un moment ou à un autre. Et donc, voilà, tout ce que je vais vous dire sur la force majeure, c'est intéressant, mais ça ne peut véritablement avoir des conséquences concrètes qu'à condition qu'on ait accès à la justice. Et là, pour le moment, je ne suis pas tout à fait convaincu que les conditions soient réunies pour avoir un accès efficace à la justice. Alors, la force majeure, c'est pour ça que vous êtes là, la force majeure en droit des contrats. Qu'allons-nous aborder ensemble? Bien, nous allons aborder les conditions de la force majeure. Il y a 2 grandes conditions que je vais examiner avec vous. C'est l'impossibilité d'exécution d'une obligation et la non-imputabilité de cette impossibilité au débiteur. On va voir ensemble les effets de la force majeure. La force majeure a des effets, bien sûr, sur la prestation qu'il est devenu impossible à exécuter, mais également potentiellement sur la contre-prestation, c'est-à-dire l'obligation corrélative du créancier de l'obligation inexécutée pour cause de force majeure. Alors, par ailleurs, il faut rappeler que les règles relatives à la force majeure sont en principe supplétives, donc on peut y déroger, le contrat peut y déroger, la loi peut y déroger, et il y a également des alternatives à la force majeure, même si les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, on peut songer à d'autres institutions telles que l'abus de droit, l'obtention d'un délai de grâce, une procédure de règlement judiciaire, par exemple. Alors, nous allons examiner tout cela, mais je dois quand même commencer par un avertissement. C'est que tout ce que je vais pouvoir vous dire, ce sont dans une certaine mesure des généralités dont l'application sera toujours affaire de circonstances, pour au moins 3 raisons. Premièrement, parce que le droit des obligations est un droit relativement souple, il n'a pas été formalisé de manière en des termes très rigides, et je dirais même que c'est une force du droit des obligations, ça permet au droit des obligations de s'adapter à des hypothèses différentes, mais du coup, forcément, il y a toujours une part pour l'appréciation. Un deuxième élément, c'est que, à mon avis, on peut dire que, sauf dans les cas de guerre, on n'a jamais été confronté à des problèmes de force majeure aussi généralisés. Et donc, ça va évidemment multiplier
les différents types d'hypothèses possibles et à seulement des cas très particuliers auxquels personne n'a pensé jusqu'à présent. Et donc, forcément, on ne peut pas tout prévoir. Donc, c'est un premier examen des règles à force majeure. Il faudra évidemment voir avec le temps si cet examen doit être ajusté. Troisième raison. Les règles sur la force majeure, dans l'ensemble, sont relativement claires. Il y a une doctrine, il y a une jurisprudence relativement bien balisée. Il y a certains points un peu pointus qui peuvent être plus controversés. J'y reviendrai avec vous plus tard. Mais dans l'ensemble, les règles sont relativement claires. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les enjeux économiques de la question. On parle ici de sommes potentiellement très importantes pour un nombre très important d'acteurs économiques. Et forcément, dans des circonstances pareilles, c'est de l'intérêt des acteurs économiques d'essayer des interprétations nouvelles, voire même, soyons honnêtes, d'adopter carrément des positions qui sont de mauvaise foi ou en tout cas qui ne trouvent que très peu d'appui dans l'état du droit positif. Et donc ça aussi, ça contribue à obscurcir le débat parce que vous allez avoir des acteurs économiques qui adoptent des positions très fermes sans que la justification de leur position ne soit très étayée en droit, mais ça peut créer des controverses alors qu'il n'y en avait pas avant que le problème se pose. Alors, sous le bénéfice de ces observations, j'entame immédiatement la première condition de la force majeure, qui est la fameuse condition d'impossibilité d'exécution. Et je voudrais formuler à cet égard 4 observations. La première, c'est que l'impossibilité doit être appréciée de manière raisonnable. C'est du moins la position, je vais dire, relativement majoritaire dans la doctrine et la jurisprudence aujourd'hui, et c'est en tout cas une position qui me paraît être de bon sens, parce que la force majeure, ce n'est jamais que le revers de la médaille de la faute. La faute s'apprécie d'après le critère de la personne raisonnable, et la force majeure, c'est l'absence de faute, donc c'est l'absence, comment dirais-je, de négligence de la part d'une personne raisonnable, et ça explique aussi pourquoi l'impossibilité doit être appréciée de manière raisonnable. Sans doute que si tout le monde était parfait, il y aurait eu moyen de résister à la crise du coronavirus et les gens auraient pu s'y prendre dès le 1er janvier et auraient pu déjà stocker les masques, le gel hydroalcoolique, etc., à faire face au problème. Donc, on ne peut peut-être pas parler d'une impossibilité absolue de résister au Covid-19, mais je pense qu'à voir comme les pays du monde entier et les autorités publiques du monde entier sont dépassées par la situation, demander aux acteurs économiques d'avoir anticipé cela et d'y faire face, ça me paraît dans une large mesure déraisonnable, justement. Et donc, il va falloir apprécier, bien sûr, au cas par cas, mais selon un critère standard et non pas un critère trop élevé, si oui ou non il y a impossibilité d'exécution. Deuxième observation, ça c'est important, c'est un point qui est connu depuis longtemps, mais qui a été réitéré en des termes très fermes par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2018. L'impossibilité ne peut pas être financière. Autrement dit, même si vous faites face à des difficultés financières extrêmement graves, il n'y a jamais d'impossibilité de payer une somme d'argent. Donc, le fait de payer le loyer, même si vous n'avez plus aucune ressource, vous ne pourrez jamais invoquer la force majeure pour échapper au paiement du loyer. Par contre, vous pourrez invoquer la force majeure éventuellement pour attaquer les obligations du bailleur. Et ça, on va y venir tout de suite. On pourra dire que les obligations du bailleur sont devenues impossibles à exécuter et que par voie de conséquence, le locataire ne doit pas s'exécuter. Mais l'obligation du locataire, de l'acheteur ou autre de payer une somme d'argent, en soi, n'est jamais impossible à exécuter, sauf le cas tout à fait particulier de l'embargo, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer là-dessus ici. Le Covid-19 ne nous a pas encore mis dans cette situation-là. Un troisième point, qui est fondamental, mais que je vais devoir immédiatement nuancer par un quatrième point. Ce troisième point, c'est que l'impossibilité s'apprécie dans le chef du débiteur et non pas du créancier. Pour le dire autrement, ce qui doit être impossible, c'est d'exécuter l'obligation et non pas d'exercer un droit. Et je donne un exemple tristement d'actualité. Imaginez que vous ayez une personne qui, en raison du Covid-19, d'ailleurs pour une autre raison, se trouve hospitalisée. Évidemment, elle ne peut plus bénéficier de l'eau, du gaz, de l'électricité qui est à son domicile, de son abonnement Netflix et je ne sais quoi d'autre. Elle ne peut pas invoquer la force majeure parce que la fourniture de gaz demeure possible. Ce qui est impossible, c'est de profiter de cette obligation, c'est d'exercer le droit qui est corrélatif. Mais l'obligation, elle, demeure possible à exécuter et il n'y a donc pas force majeure. Donc ça, c'est un point quand même très important à retenir. Il n'y a pas de force majeure lorsqu'il y a une impossibilité d'exercer un droit. En revanche, il peut y avoir une impossibilité d'exécuter une obligation, et pour savoir s'il y a une impossibilité d'exécuter une obligation, il faut examiner très précisément quel est l'objet de la prestation. Et laissez-moi vous donner un exemple qui concerne beaucoup de monde, qui est l'hypothèse du bail.
Quelle est l'obligation du bailleur? Alors, il en a plusieurs, mais son obligation principale, c'est de faire jouir le preneur, c'est de fournir une jouissance des lieux loués au preneur, mais pas de manière abstraite. La Cour de cassation, et en particulier dans un arrêt du 17 avril 1980, a décidé de manière très claire qu'il s'agissait de faire jouir le preneur conformément à la destination convenue des lieux loués. Ce n'est donc pas simplement donner les clés d'un immeuble qui est requis. Ce qui est requis, c'est de donner les clés à un immeuble en vue que le locataire puisse en profiter d'une certaine manière. Et c'est évidemment très pertinent lorsque l'on examine les conséquences imposées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, qui a déjà été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Puisque vous savez que cet arrêté ministériel impose une fermeture d'une série de commerces, avec bien sûr des exceptions, je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez cet arrêté ministériel comme moi par cœur, mais si on se trouve dans l'hypothèse d'un commerce fermé, je sais pas, prenons un commerce de vêtements par exemple, ou un commerce informatique, eh bien, il faut considérer, me semble-t-il, que le bailleur ne peut plus fournir en principe la jouissance des lieux loués conformément à leur destination. Bien sûr, le locataire pourrait encore venir dans les lieux loués et regarder ses stocks et dire « Oh, c'est joli, j'ai des beaux stocks ». Et d'ailleurs, il continue à garder ses stocks dans les lieux loués. Mais la destination des lieux loués, si c'est un bail commercial, c'est par définition un bail qui a pour objectif d'avoir un contact, un commerce ouvert sur le public. Or, si on ne peut plus utiliser les lieux loués pour avoir un contact avec le public, à ce moment-là, il me semble qu'il y a une impossibilité de l'exécution dans le chef du bailleur. Mais ça va devoir être apprécié au cas par cas. Parce que quand on pense que certains restaurants continuent à pouvoir fournir leurs marchandises, soit via Deliveroo et autres, soit à leurs clients qui viennent sur place chercher ça au comptoir, alors on peut se demander si véritablement il y a une impossibilité de fournir la jouissance d'après la destination des lieux loués, parce qu'on reste en contact avec le public. Alors évidemment, ce sera une appréciation au cas par cas. On peut se demander si alors il n'y a pas une impossibilité partielle. Je viendrai dans un slide ultérieur sur les conséquences de l'impossibilité partielle. Et il faudra apprécier l'impossibilité de manière raisonnable. Est-ce que c'est possible ou non de transformer le commerce en commerce où il y a moyen de fonctionner au comptoir, si je puis dire? Ce sera une appréciation in concreto. Mais en tout cas, il me semble qu'il est toujours important de tenir compte de la destination des lieux loués telle qu'elle est prévue dans le contrat. C'est du coup assez différent quand on examine un bail de résidence principale. Alors là, clairement, le bail de résidence principale, on continue à jouir des lieux loués d'après leur destination si on est confiné dans ces lieux-là. Ce serait différent pour une résidence secondaire. Prenons maintenant un bail de bureau. À nouveau, c'est très nuancé. Parce que normalement, on peut continuer à accéder à ces bureaux pour autant qu'il y ait une distanciation sociale qui soit respectée. Alors, à mon avis, on ne pourra parler d'une impossibilité totale d'exécution que si on a affaire à une entreprise non essentielle, que, deuxième condition qui provient de l'arrêté ministériel, les fonctions ne se prêtent pas au télétravail et qu'en outre, sur place, les règles de distanciation sociale ne sont pas possibles à respecter. À voir à nouveau au cas par cas en fonction des spécificités de l'arrêté ministériel et du bail en question. On peut très bien avoir un cas particulier. On pourrait très bien imaginer un bail de bureau qui arrive à expiration. Là, par exemple, s'il n'y a pas moyen de déménager, il n'y aura sans doute pas moyen de restituer les lieux loués. Et donc là, c'est encore un cas tout à fait particulier. Donc, il faut à chaque fois raisonner au cas par cas, mais on pourrait théoriquement avoir une force majeure si on peut démontrer une véritable impossibilité pour le bailleur de fournir la jouissance des lieux conformément à la destination convenue. Voilà pour ce qui est de l'impossibilité d'exécution. Alors, ça ne suffit pas pour qu'il y ait force majeure. Encore faut-il que l'impossibilité d'exécution ne soit pas imputable au débiteur. Alors, ce n'est pas exactement ce que dit la Cour de cassation. Il faut bien l'admettre, la Cour de cassation, elle, donne une définition de la force majeure assez classique. Elle dit que la force majeure résulte de circonstances indépendantes de la volonté que la volonté humaine n'a pu ni prévoir ni conjurer. Elle le répète à l'envi et encore dans un arrêt récent que j'ai cité sur le slide. Cela étant, la doctrine considère que les éléments qui apparaissent dans la définition de la Cour de cassation, l'impossibilité de prévoir, c'est-à-dire l'impossibilité de conjurer, c'est-à-dire l'irrésistibilité et le caractère indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire l'extériorité, ce ne sont pas, d'après la doctrine, de véritables conditions de la force majeure, mais plutôt des éléments d'appréciation qui permettent d'apprécier l'absence d'imputabilité, pas des véritables conditions à part entière. Et laissez-moi vous illustrer ça par un exemple assez parlant.
imaginez, et c'est un exemple qu'on donnait déjà avant le Covid-19, imaginez que vous ayez un ouragan. Donc, je suis un transporteur et je transporte mes marchandises sur l'eau en traversant l'Atlantique sur un bateau, et on me dit que dans 3 jours, dans 4 jours, la météo a prévu un ouragan et que je ne peux pas traverser la mer, sinon mon bateau va couler. Ben, cet ouragan est totalement prévisible. On me dit 4 jours à l'avance, il y a un ouragan. Il n'empêche que je ne peux rien faire. Et donc, on voit bien que la prévisibilité de la force majeure, enfin, la prévisibilité de l'événement, elle est un élément qui permet de mieux comprendre pourquoi il y a peut-être ou il n'y aurait pas force majeure. Mais elle n'exclut pas automatiquement la force majeure. Bien sûr, si on me dit 3 mois à l'avance, même si ce n'est pas possible techniquement, enfin 3 mois à l'avance, il y aura un ouragan, là je dois prendre des dispositions pour m'arranger, pour peut-être expédier les marchandises par une autre route. Donc la prévisibilité est un élément qui permet d'apprécier l'existence d'une faute et donc l'imputabilité, mais elle n'implique pas, à mon avis, automatiquement une, une faute. Et de même pour le Covid-19. Oui, c'était peut-être prévisible dans une certaine mesure que le problème allait s'étendre, même si quand on lit les préambules des arrêtés ministériels publiés, parfois le gouvernement prend le soin d'affirmer, plus que de démontrer, mais d'affirmer que c'était totalement imprévisible pour lui qu'il y allait avoir la crise du Covid-19 qui allait se répandre. Mais j'ai envie de dire, même si le Covid-19 était prévisible dans une certaine mesure, ça n'exclut pas, à mon sens, totalement la force majeure quand on voit toutes les difficultés qu'on peut avoir à réagir à cette situation-là. Ça demande néanmoins un certain temps et certaines mesures. Alors, me direz-vous, quand est-ce que l'inexécution est imputable au débiteur? Eh bien, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est lorsque le débiteur a commis une faute. Autrement dit, lorsqu'il n'a pas pris les mesures de précaution raisonnables qui auraient pu être prises pour éviter la force majeure. Alors que, par exemple, elle était prévisible ou qu'elle était facilement résistable ou qu'elle ne l'était pas totalement indépendante du débiteur. Mais il y a un autre cas qui est, donc ça c'est simplement le critère du bon père de famille, le critère de la personne raisonnable, on raisonne simplement avec les critères que vous connaissez. Mais il y a une autre hypothèse qui est plus intéressante et qui est plus délicate, c'est l'hypothèse de la responsabilité contractuelle pour autrui. Parce qu'il se peut très bien que, mettons, je sois un entrepreneur et je me trouve dans une situation d'impossibilité d'exécution à cause de mes sous-traitants ou à cause de mes travailleurs, à cause de mes agents d'exécution en d'autres termes. Eh bien, la Cour de cassation est très ferme par rapport à cela. Elle considère que la faute de l'agent d'exécution est imputable au débiteur qui y a fait appel. Il y a autrement dit une responsabilité contractuelle pour autrui. Le débiteur est responsable des fautes commises par son agent d'exécution. Ça veut dire que pour s'exonérer de la force majeure, pour s'exonérer de sa responsabilité, pour démontrer une force majeure, le débiteur qui a fait appel à un agent d'exécution va devoir démontrer 2 choses. D'une part, il va devoir démontrer que son agent d'exécution n'a pas commis de faute, c'est-à-dire que son agent d'exécution était lui-même soumis à un cas de force majeure, première condition, mais qui ne suffit pas, à mon sens, à exonérer entièrement le débiteur. Le débiteur doit démontrer que lui-même s'est comporté de manière non fautive. Si, par exemple, je suis avocat, je demande à mon collaborateur numéro 1 d'aller déposer les conclusions. Et puis mon collaborateur numéro 1 se fait renverser par une voiture et il a une jambe dans le plâtre et il ne peut plus aller le faire. Et lui-même, évidemment, est dans un cas de force majeure. Mais je n'ai qu'à aller déposer moi-même mes conclusions à ce moment-là, ou faire appel à mon collaborateur numéro 2. Et donc, on voit bien que la force majeure dans le chef de mon agent d'exécution n'implique pas automatiquement une force majeure dans mon propre chef. Donc, le fait de faire appel à un agent d'exécution aggrave en quelque sorte, dans cette mesure, la responsabilité du débiteur, ou en tout cas ne l'allège pas, et ce qui est logique, puisque le créancier n'a pas eu le choix quant au fait que le débiteur fasse appel à un agent d'exécution. Sa situation ne peut donc pas être aggravée en conséquence de cet appel à un agent d'exécution. Donc, pour résumer, 2 conditions de la force majeure. D'une part, il faut une impossibilité d'exécution, à apprécier in concreto et de manière raisonnable. D'autre part, il faut une absence de faute dans le chef du débiteur et le cas échéant de ses agents d'exécution. Alors, si ces conditions sont réunies, quelles sont les conséquences de la force majeure? Eh bien, il faut distinguer les conséquences sur l'obligation inexécutée et sur la contre-prestation. Commençons d'abord par les conséquences sur la prestation, c'est-à-dire l'obligation inexécutée. Eh bien, selon les cas, cette obligation va être éteinte ou va être simplement suspendue. Cette obligation va s'éteindre en cas d'impossibilité définitive d'exécution.
elle va être simplement suspendue en cas d'impossibilité temporaire d'exécution. Et ça, la Cour de cassation l'a très clairement dit dans un arrêt du 13 janvier 1956, dans lequel elle précise que l'exécution du contrat reprend de plein droit dès que l'impossibilité disparaît, donc automatiquement. Alors, il y a néanmoins une nuance. Si jamais, au moment où le contrat devrait reprendre ses droits parce que l'impossibilité d'exécution a disparu, le contrat a perdu toute utilité, eh bien à ce moment-là, la suspension ne sera pas temporaire, il y aura carrément une extinction définitive. Imaginez par exemple que je sois un grand magasin et que j'avais demandé à mes fournisseurs de me livrer des œufs de Pâques, pour les vendre évidemment à Pâques, et que mon fournisseur, à cause du Covid-19, ne peut pas me les livrer. Et puis finalement, on déconfine et à la mi-mai, on me livre mes œufs. Mais ça ne me sert plus à rien, je ne vais pas vendre des œufs de Pâques au milieu du mois de mai. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir en principe une extinction du contrat, même s'il faut un tout petit peu nuancer le propos dans la mesure où c'est un contrat transactif de propriété, et ça j'y reviens dans la suite du slide, mais en tout cas pour ce qui est de la prestation elle-même, elle va normalement s'éteindre puisque l'obligation ne présente plus aucun intérêt pour le créancier au moment où l'impossibilité d'exécution a pris fin. Alors, il y a une question que je ne fais qu'évoquer, je peux en reparler un petit peu plus avec vous si vous le souhaitez après. C'est une question qui est délicate, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a affaire à un bail. Prenez par exemple un bail commercial. Imaginez que le bail commercial ait été suspendu en raison de l'impossibilité d'exécution dans le chef du bailleur pendant la période du confinement. Est-ce qu'on considère que cette période est définitivement perdue, entre guillemets, ou est-ce qu'on va prolonger de la même durée le bail à la fin? C'est une question qui est extrêmement peu examinée dans la doctrine et c'est controversé. Donc voilà, donc on peut en reparler plus tard si vous le souhaitez, mais je n'ai pas de réponse claire à vous apporter par rapport à cela, mais je voulais quand même attirer votre attention sur cette question parce qu'elle pourrait présenter quand même un intérêt pratique au cours des mois à venir. Alors, dernière précision par rapport aux conséquences de l'impossibilité d'exécution sur l'obligation inexécutée, il se peut que l'impossibilité ne soit que partielle. En ce cas, il n'y aura qu'une extinction partielle ou qu'une suspension partielle de l'obligation, pour autant que l'obligation soit divisible. Alors, qu'est-ce qu'une obligation divisible? En fait, ça, c'est un critère qu'on connaît bien, parce qu'on l'applique non seulement en matière de nullité partielle, mais également en matière de résolution du contrat. Pour apprécier la divisibilité, on doit tenir compte à la fois de l'objet de l'obligation et également de la volonté des parties. Donc, il y a une appréciation à la fois objective et subjective. Il y a un ensemble de faisceaux, d'éléments qui permettent d'apprécier ça, notamment la question de savoir si le prix peut être ventilé aisément ou pas. Et ce n'est qu'en cas de divisibilité partielle, en cas de divisibilité du contrat et d'impossibilité partielle, que l'on pourra avoir une extinction ou une suspension partielle. Si le contrat est indivisible dans la volonté des parties, alors il n'y a pas le choix. L'extinction doit être totale ou la suspension totale, même si l'impossibilité n'est que partielle. Je vous redonne un exemple au niveau du bail. Vous avez, prenons notre bail commercial, imaginez qu'il n'y a aucun contact possible avec le public, que le commerce a dû fermer, mais il a encore évidemment des stocks, et donc il continue à occuper les lieux avec des stocks, son matériel et autres. Il y a donc une jouissance partielle qui est fournie et qui n'est pas conforme à la destination ou pas totalement conforme à la destination. Dans un cas pareil, il me paraît raisonnable de soutenir, mais à nouveau, ça dépend des circonstances, qu'il y a probablement une indivisibilité du contrat et que le stock à lui tout seul ne suffit pas à justifier un paiement même partiel du loyer, même si ça dépend à nouveau des circonstances. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait justifier que bien qu'on occupe quand même partiellement les loués, il y a une extinction ou une suspension totale de l'obligation. Alors ça, c'est au niveau de l'obligation inexécutée, mais il faut également tenir compte de l'obligation corrélative du créancier. Donc, par exemple, l'obligation corrélative de la fourniture de la jouissance, ce sera le paiement du loyer. L'obligation corrélative de la délivrance de la vente, ce sera le paiement du prix. Alors là, c'est ce qu'on appelle la théorie des risques. En principe, dans un contrat synallagmatique, l'extinction ou la suspension d'une obligation implique l'extinction ou la suspension de l'obligation corrélative. Ce qui implique également, et ça la Cour de cassation l'a déjà décidé expressément dans un arrêt du 9 novembre 1995, que si vous aviez un acompte qui avait été versé, cet acompte doit être restitué. Donc, dans cette mesure, la force majeure a un effet rétroactif. Alors, on peut discuter si c'est un effet rétroactif véritable ou pas, peu importe. Le fait est qu'on doit restituer l'acompte si l'obligation est éteinte.
En revanche, si l'obligation n'est que suspendue, alors il n'y a, à mon avis, pas lieu de restituer l'acompte, mais on conserve l'acompte sans pouvoir l'utiliser pendant la durée de la suspension. Il faut néanmoins faire une réserve en ce qui concerne les contrats translatifs de propriété. Pourquoi? Parce que là, on n'applique pas l'adage resperit debitori, mais resperit domino. Les risques passent sur la tête du propriétaire. C'est-à-dire en principe l'acheteur, dans la mesure où l'acheteur est titulaire des risques dès la conclusion du contrat. En théorie, parce qu'en matière commerciale, le transfert des risques est retardé en principe jusqu'à la délivrance en vertu d'un usage. Et en outre, il y a souvent dans les contrats commerciaux des clauses de réserve de propriété qui réservent le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix. Et la Cour de cassation a confirmé dans le même arrêt que tant que la propriété demeurait sur la tête du vendeur, eh bien, le vendeur restait titulaire des risques. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'acheteur ne pourra invoquer qu'il est libéré du paiement du prix que dans l'hypothèse où le vendeur était resté propriétaire de la chose au moment où est survenu le cas de force majeure. À l'inverse, si l'acheteur était devenu propriétaire au moment de la conclusion du contrat, donc par exemple, imaginez un particulier qui achète une voiture chez un garagiste, une voiture neuve, alors ce sont des générales, le transfert de propriété s'opère au moment de la spécification. Imaginez que la spécification soit déjà intervenue, donc l'acheteur est devenu propriétaire même s'il n'a pas encore pris livraison de la chose, il va devoir payer le prix alors même qu'il n'a pas encore reçu la livraison de la chose. Alors évidemment, tout ça est un petit peu théorique, surtout en l'absence de fonctionnement normal de la justice, parce que notre garagiste ne va pas commencer à assigner l'acheteur en justice pour lui réclamer cet argent tant qu'il n'a pas livré la voiture. Mais il serait théoriquement en droit de le faire. Enfin, en ce qui concerne les effets, je vous rappelle que la force majeure est supplétive et que donc tout ce que je viens de vous dire ne vaut que sous réserve d'une clause contraire ou de la théorie de l'abus de droit. Et je vais revenir maintenant sur ces deux idées. Premièrement, le fait qu'il y a un caractère supplétif aux règles de la force majeure. Ça veut dire qu'il est possible d'y déroger, non seulement par contrat, mais également par la loi. Alors commençons par le contrat. On peut, en principe, convenir toute une série de clauses et on peut valablement déroger aux règles de la force majeure. Mais il y a un certain nombre de limites. Première limite, si vous avez un contrat B2C, c'est-à-dire un contrat entre une entreprise et un consommateur, la réglementation des clauses abusives s'applique. Et en particulier, l'article grand 683, 12e du Code de droit économique, qui répute illicite, donc c'est sur la liste noire, donc qui frappe de nullité, la clause qui empêche le consommateur de se libérer d'un contrat devenu impossible à exécuter pour cause de force majeure, sauf à payer des dommages et intérêts. Donc la clause qui impose au consommateur de payer des dommages et intérêts pour se délier d'un contrat devenu impossible à exécuter pour cause de force majeure est nulle. Mais ce n'est qu'une des modalités des clauses possibles que l'on peut rencontrer. Alors pour les autres types de clauses, vous devez retomber sur le critère général. Il faut voir s'il y a un déséquilibre manifeste qui est créé par la clause entre les droits et les obligations des parties, critère évidemment difficile à appliquer. Alors, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait, beaucoup d'entre vous le savent déjà, qu'à partir du 1er décembre prochain, entrera en vigueur une nouvelle loi du 4 avril 2019 qui introduit une réglementation des clauses abusives dans les rapports B2B. Et c'est important pour nous qui rédigeons des contrats dès aujourd'hui, parce que malheureusement, vous savez comme moi que cette histoire de coronavirus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, certainement, on va vouloir se prémunir déjà en introduisant des clauses de force majeure intéressantes dans les contrats postérieurs au 1er décembre 2020, mais il faudra être prudent parce qu'il ne faudra pas que la clause soit abusive. Alors, si ça vous intéresse, petit coup de publicité, au Journal des tribunaux paru ce jour, vous avez un article de ma part détaillé sur cette loi du 4 avril 2019 qui pose encore beaucoup plus de questions et de problèmes que la force majeure, mais c'est une autre histoire. Il y a également un colloque qui se fera au mois de septembre, le 10 septembre, à l'ULB là-dessus, également organisé par Antémis, raison pour laquelle je me permets d'en parler. Alors, j'arrête avec la pub, désolé, et je vous donne un autre exemple de clause. On peut parfaitement, par contrat, étendre les cas de force majeure. C'est même assez fréquent qu'on définisse les cas de force majeure de manière assez extensive dans les contrats. Mais attention, si on élargit trop les cas de force majeure, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'il y aura force majeure dans un cas où normalement le débiteur aurait été en faute, en réalité, ça équivaut à une clause d'exonération de responsabilité. Alors, les clauses d'exonération de responsabilité sont valables, mais rappelez-vous, on ne peut pas s'exonérer de son dol, on ne peut pas vider le contrat de sa substance, et attention, dans la fameuse loi du 4 avril 2019, il y a toute une série d'autres limitations à la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité. Et donc, du coup, les clauses d'extensive à force majeure, il faut être prudent parce qu'un contrôle assez étroit peut être prévu.
Ça, c'était les dérogations par contrat. On peut également déroger aux règles que je viens de voir dans le cadre de la loi. Alors, le cas le plus évident auquel on peut penser, ce sont les clauses de réexamen des marchés publics qui sont insérées en exécution de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Je ne vais pas développer ça ici, j'avais reçu une question en amont de la conférence là-dessus, tout simplement parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des marchés publics, mais a priori, il me semble que si cette clause a été insérée dans un cahier des charges en exécution de la loi sur les marchés publics, et de toute façon qu'elle a fait l'objet d'un accord des parties, puisque c'est un marché public, ça reste un contrat, eh bien on peut en principe, sous les réserves que vient de voir au-dessus sur la validité des clauses contractuelles, on peut valablement déroger aux règles de droit commun relatives à la force majeure. Alors là où ça devient plus délicat, c'est lorsque les dérogations sont adoptées par notre gouvernement en extrême urgence, sans tout à fait mettre les choses en perspective, si je puis le formuler de manière polie. D'abord, vous avez un arrêté ministériel du 19 mars 2020 qui a été modifié le 7 avril, qui visait à protéger les organisateurs d'activités culturelles, sociales, festives, folkloriques, sportives ou récréatives. Vous savez que ces activités ont été interdites, mais pour éviter qu'on doive rembourser le prix de ces activités, eh bien, il y a un système qui a été mis en place par cet arrêté ministériel auquel je vous renvoie. Il est assez court, c'est assez facile à comprendre. Il est prévu qu'il n'y aura pas de remboursement pour autant que le débiteur délivre un bon à valoir. Au début, on prévoyait qu'il avait une durée d'1 an, puis ça a été étendu à 2 ans dans l'arrêté du 7 avril 2020. Il y a une série de conditions qui ont été prévues. Et donc, si on émet ce bon à valoir, eh bien, théoriquement, on ne doit pas rembourser. Néanmoins, ça pose une série de problèmes, cet arrêté ministériel. Il a été écrit de manière rapide et il n'a pas été soumis à la section de législation du Conseil d'État et ça se ressent. En ce sens qu'on peut se poser toute une série de questions. Première question, d'abord, quand on lit cet arrêté ministériel, on a l'impression qu'il a été prévu pour des hypothèses où on a une activité ponctuelle, un concert par exemple. Oui, mais quid lorsqu'on a affaire à une activité successive dans le temps? Quid lorsqu'on a un abonnement, par exemple l'abonnement d'une salle de sport? Ce n'est pas très, très clair que l'arrêté ministériel s'applique. Ça me paraît très raisonnable dans le cadre d'une interprétation téléologique, mais quand on lit le texte, et en particulier le texte néerlandophone, le texte néerlandophone parle de ticket. On ne parle pas vraiment de ticket quand on a un abonnement à une salle de sport. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un détail. Le vrai problème, c'est que quand on lit les considérants de l'arrêté ministériel, il est prévu qu'il se fonde sur l'article grand 18.1 du Code de droit économique. Et là, franchement, quand je lis cet article grand 18.1 du Code de droit économique, je ne vois pas le rapport. C'est une disposition qui est relative à la réquisition de biens par l'autorité. Mais ici, il ne s'agit pas de réquisitionner des biens par l'autorité, puisque ce n'est pas l'autorité qui prend pour elle les biens et qui les achète. D'ailleurs, les formalités prévues par cet article grand 18.1 n'ont pas été respectées, et il prévoit en outre que l'arrêté ministériel doit être approuvé dans un délai non spécifié par un arrêté royal, sans quoi tout cela est nul et de nul effet. Donc franchement, je suis très sceptique sur le fondement légal de cet arrêté ministériel le 19 mars. Et donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'avant de vous fonder sur cet arrêté ministériel, je réfléchirai bien aux risques et je signalerai bien les risques aux personnes intéressées, parce que ça ne me paraît pas évident que ça va suffire à échapper à un remboursement. Et on retomberait alors plutôt sur le droit commun de la force majeure, et notamment l'effet suspensif de la force majeure. Donc, le fait est qu'on devrait pouvoir en tout cas suspendre, comment dirais-je, on devrait pouvoir suspendre les activités pendant toute la durée de l'impossibilité et il n'y a pas lieu à avoir un remboursement en cas de force majeure suspensive. Donc je pense que le droit commun est déjà relativement protecteur, mais l'arrêté ministériel qui a voulu aller plus loin est discutable. Est discutable de la même manière, un arrêté ministériel le 19 mars 2020 également modifié le 3 avril concernant l'annulation des voyages à forfait. Il a été pris exactement sur le même fondement et à nouveau, il pose des problèmes. Il pose aussi des problèmes au regard du droit européen quand on parle de l'indemnisation des passagers pour les vols annulés. Donc, ces arrêtés ministériels sont empreints des meilleures intentions, mais je pense qu'ils appellent un examen attentif et critique. Alors, je voudrais également vous parler, et je vais terminer avec ça, des alternatives à la force majeure. Que faire si vous n'êtes pas dans les conditions de la force majeure? Eh bien, tout n'est pas nécessairement perdu. D'abord, en matière contractuelle, il faut rappeler l'importance de la bonne foi, tant dans sa fonction complétive que dans sa fonction restrictive. La fonction complétive de la bonne foi, elle a pour but d'imposer aux parties, et potentiellement aux créanciers, mais aussi aux débiteurs, des obligations qui ne seraient pas stipulées expressément dans le contrat. Par exemple,
on admet que le débiteur a un devoir d'informer spontanément le créancier s'il est dans un cas de force majeure. Il ne peut pas simplement arrêter d'exécuter et faire semblant de rien. Il doit l'informer spontanément. Ce qui est plus compliqué, c'est la question de la sanction de cette absence d'information. À mon avis, il n'est pas déchu pour autant de la force majeure, mais il doit réparer le dommage qui résulterait pour le créancier d'une absence d'information donnée aussitôt que possible. Par ailleurs, en ce qui concerne le créancier, à supposer même que c'est à tort que le débiteur invoque la force majeure ou qu'il n'invoque pas du tout la force majeure, le créancier a le devoir de prendre des mesures raisonnables pour lui-même limiter son dommage. Il n'est pas tenu de prendre toutes les mesures possibles pour limiter son dommage, mais il doit prendre des mesures raisonnables, dit la Cour de cassation. Par ailleurs, la bonne foi a une fonction restrictive, elle peut limiter l'usage des droits contractuels, et la Cour de cassation a décidé à de nombreuses reprises que cette fonction restrictive se confondait avec la théorie de l'abus de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'invoquer la bonne foi pour restreindre les droits des parties en dehors des conditions de la théorie de l'abus de droit que vous connaissez bien. Alors, cet abus de droit, il peut être invoqué en cas de force majeure, en l'absence de force majeure. Donc, imaginez qu'on ne soit pas véritablement d'une impossibilité d'exécution, il se peut encore qu'on soit dans un cas où ce serait quand même abusif pour le créancier d'exiger l'exécution dans les mêmes conditions. Et en fait, sous couvert d'abus de droit, on reconnaît plus ou moins la théorie de l'imprévision. Je sais bien que la théorie de l'imprévision n'est pas reconnue en droit belge, mais de facto, ça aboutit plus ou moins à reconnaître une certaine forme d'imprévision en droit belge, donc une obligation de renégocier le contrat ou une possibilité de l'ajuster s'il n'y a pas de véritable impossibilité d'exécution, mais qu'il y a néanmoins des très grandes difficultés d'exécution. D'autre part, même en cas de force majeure, l'abus de droit peut jouer, mais l'abus de droit, c'est invoqué cette fois-ci par l'autre partie. L'abus de droit pourrait être invoqué par le créancier qui voudrait essayer d'échapper aux conséquences de la force majeure. Et on pourrait très bien imaginer que vous avez un bailleur. Imaginez un bailleur qui a une situation personnelle extrêmement délicate, pour toute une série de raisons qu'il faudrait documenter, évidemment, et auquel le locataire qui serait en position de force, qui serait un acteur économique très important et qui profiterait d'invoquer la force majeure, peut-être de manière justifiée sur le plan juridique, mais en causant un préjudice extrêmement important au bailleur pour ne plus payer son loyer, peut-être que ça pourrait être constitutif d'abus de droit dans certaines circonstances. Et les sanctions de l'abus de droit, vous les connaissez, c'est une réduction du droit à l'usage normal, ça peut être également l'octroi de dommages et intérêts, ça peut enfin être carrément une privation du droit d'invoquer le droit dans les circonstances déterminées. Donc, l'abus de droit est un outil très souple, peut-être un peu source d'insécurité, même si on sait que les juges l'appliquent avec prudence et qu'il faut qu'il soit manifeste, mais ça peut servir à corriger des situations de force majeure ou d'absence de force majeure qui seraient un petit peu trop manifestes. Alors, à part l'abus de droit, il y a évidemment le droit commun des délais de grâce. On peut théoriquement s'adresser au juge pour demander un délai de grâce. Je dis théoriquement parce qu'avec précisément toute la suspension des mises en état dont je vous parlais pour le moment, je ne vois pas très bien comment on va solliciter un délai de grâce, d'autant que ce n'est pas certain qu'il y a véritablement une urgence. Enfin bon, ça risque d'être délicat à mettre en œuvre, mais théoriquement, on peut demander un délai de grâce. En tout cas, le débiteur qui serait assigné en justice, et par hypothèse, si l'affaire continuait à avancer, là pourrait solliciter de délai de grâce. Enfin, il y a bien sûr la PRJ qui pourrait être envisagée, mais d'après les informations publiées par avocat.be ce matin, on est dans l'attente de l'adoption imminente d'un arrêté de pouvoirs spéciaux à nouveau qui va décréter une espèce de PRJ généralisée, en ce sens qu'il va avoir un sursis général à l'exécution et aux saisies pour une durée que j'ignore, mais en tout cas pour une durée de semaines. Et donc ça va rendre encore plus illusoire l'effectivité des droits, parce que si on ne peut plus faire de saisie, si on ne peut plus faire de faillite, de facto, le débiteur est plus ou moins impuni s'il ne s'exécute pas, même s'il n'était pas dans les conditions de la force majeure. Ça, c'est une autre histoire. Alors, pour terminer, je vous ai mis 2 slides, donc on vous enverra les slides à la fin, ne vous en faites pas, avec un certain nombre de références bibliographiques si vous voulez approfondir la question de la force majeure. Ce sont vraiment des grandes références comme ça. Je n'ai pas été dans tous les détails, la force majeure dans le bail, etc. Je vais donner des références générales, me disant que ça pouvait être le plus utile. Mais par exemple, il y a aussi tout récemment dans le JT, vous avez un article de François Gansdorf qui mettait à jour son article sur la force majeure et un article de Mathieu Igny, qui appliquait les règles de la force majeure au bail. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'ai respecté mon temps de parole avec 44 minutes et je suis du coup à votre disposition pour les questions.
est-il d'un abonnement de sport, vous l'avez évoqué au début à un moment donné de votre intervention, ou de cours pour lesquels on paye un abonnement semestriel à l'avance, mais où les cours ne peuvent pas être donnés. Dans la mesure où les cours ne sont pas donnés, peut-on récupérer des montants avancés pour l'avenir? Avec une petite précision dans la question, donc la personne précise à défaut de mise en place d'un bon à valoir, mais en proposant par exemple des reports de réduction sur les abonnements ultérieurs. Mhm. Alors, il y a différents éléments effectivement dans cette question. Prenons la question du cours. D'abord, une première question, me semble-t-il, qu'on peut se poser, c'est s'il y a véritablement force majeure. Alors, je sais que c'est un petit peu peut-être provocateur de le dire, mais il n'en demeure pas moins que les universités, elles, se sont adaptées et que les cours ont été donnés en ligne par les universités. Et donc, dans cette mesure-là, on peut se demander si on prend un cours de langue, par exemple, est-ce qu'il y a véritablement une impossibilité d'exécution dans le chef de l'école de langue, ou est-ce qu'elle ne pourrait pas, par exemple, donner le cours à distance? Alors, je ne parle pas d'un cours de poterie, évidemment, hein, ça dépend de la nature du cours, mais pour un cours de langue, on aurait pu imaginer que les écoles de langue organisent des sessions à distance, puisque l'important, c'est de parler, il y a des plateformes en ligne. Donc, il y a d'abord le critère de l'impossibilité raisonnable qu'il va falloir apprécier. Est-ce que véritablement il y a une impossibilité? Parce que s'il n'y a pas d'impossibilité, à ce moment-là, on n'est pas dans la force majeure, on est carrément dans l'inexécution. Et si on est dans l'inexécution, on peut demander des dommages et intérêts en tant qu'élève qui n'a pas obtenu la prestation à laquelle il avait droit. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, en admettant qu'il y ait véritablement une impossibilité d'exécution et qu'elle est non fautive dans le chef de l'école de langue, à ce moment-là, il y a normalement un effet. Alors, il y a différents aspects. La force majeure, elle est suspensive dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'impossibilité définitive. À la fin du confinement, on pourrait théoriquement redonner le cours de langue. Se pose à ce moment-là la question de savoir si on peut prolonger le cours de langue au-delà de la date initiale. Parce que les cours de langue ont souvent un calendrier fixe, hein, mettons, ça termine en avril, etc. Alors, par rapport à ça, c'est la controverse à laquelle je faisais allusion. Et il y a très très peu, à ma connaissance, qui a été écrit en droit belge là-dessus. Je n'ai pas connaissance d'arrêt de cassation, je n'ai pas connaissance vraiment que la question était vraiment traitée. Je peux vous donner deux références. La première, c'est une thèse française de M. Anton Mattei, qui examine cette question-là et qui lui affirme de manière très claire qu'il y a prorogation à due concurrence. Donc, si par exemple les cours de langue ont été suspendus pendant un mois, eh bien, on prolongerait simplement l'année d'un mois et dès que le déconfinement est terminé, on recommence les cours de langue. Première interprétation. Mais le professeur Xavier Tunis, dans sa contribution sur la suspension du contrat paru à la CUP en 2001 dans la fin du contrat, lui soutient exactement le contraire. Et en réalité, donc c'est une controverse parce que la plupart des auteurs n'abordent pas la question. Si vous voulez mon avis sur le sujet, mais je n'ai pas encore une réflexion totalement aboutie parce qu'il y a peu de sources et que voilà, je crois qu'il faudra voir surtout comment les juges vont statuer. À mon avis, c'est une question, mais c'est le premier état de mes réflexions, c'est une question d'interprétation de la volonté des parties. Est-ce que le délai qui avait été fixé, la date butoir à la fin, était une deadline, j'ai envie de dire, de convenance? Ou est-ce que véritablement c'était une deadline importante qu'il était inconcevable de dépasser dans l'esprit des parties? Je vous donne un exemple. Quand on fait une année scolaire, on fixe la date du 30 juin comme deadline. Ça me paraît assez clair que dans l'intention raisonnable des parties, on n'a pas pu vouloir admettre que l'on dépasse cette date du 30 juin, parce qu'après ça, les gens partent en vacances, etc. Et puis le cycle des années scolaires, il a un cycle assez régulier. Par contre, vous avez des contrats qui parfois ont des dates arbitraires au milieu de l'année. Je ne vois pas, pour un stage, ceci ou de cela, je ne vois pas a priori pourquoi, dans l'intention des parties, on ne pourrait pas repousser simplement cette date ultime. Mais je me rends bien compte que c'est une réponse pas très précise parce qu'il n'y a pas de réponse dans le Code civil. Et donc, du coup, à mon avis, en définitive, ce ne sera jamais qu'une question d'interprétation de la volonté des parties et de la bonne foi. Et donc, ça va être difficile de donner des réponses claires tant que la jurisprudence, on n'aura pas pu se former. Mais comme je vous l'ai dit, elle est un peu paralysée en ce moment. Merci. Alors, j'ai reçu aussi une longue question que je vais essayer de synthétiser. Donc, la question, c'est de savoir s'il est bien exact de dire qu'en droit belge, et sauf disposition contractuelle contraire, la charge de risque pèse uniquement sur le débiteur de l'obligation, contrarié par le cas de force majeure. Il y a un petit exemple qui est proposé, un contrat d'entreprise avec une interruption des travaux qui aura pour conséquence la nécessité de fermer et de sécuriser le chantier le temps de la suspension, va impliquer une nouvelle installation de chantier qui va occasionner des dépenses supplémentaires, etc. Est-ce uniquement à l'entrepreneur de supporter les nouvelles charges générées par l'impossibilité d'exécution?
Alors, en principe, oui, avec les nuances que j'ai dites. C'est-à-dire que, en principe, effectivement, res perit debitori. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez une force majeure temporaire, le contrat est suspendu et donc on arrête d'exécuter le contrat, on arrête de payer si on continue à payer pendant ce temps-là, on rembourse rien, mais on suspend les paiements et puis dès que ça reprend, on reprend le contrat à l'identique. Donc normalement, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'argent supplémentaire qui sera payé à l'entrepreneur pour faire face à ces situations. Mais on est typiquement dans un cas d'imprévision. On est typiquement dans une hypothèse où le contrat devient plus difficile à exécuter pour l'entrepreneur qu'il ne l'aurait été en temps normal. Et c'est là que la bonne foi peut réintervenir. C'est-à-dire qu'on peut se demander dans quelle mesure il ne serait pas abusif de la part du maître de l'ouvrage d'exiger l'exécution pure et simple du contrat à l'identique sans tenir compte de ces surcoûts parfois importants de mobilisation et de démobilisation des troupes. Donc, à mon avis, c'est par la bonne foi qu'on peut y parvenir. Alors, il y a d'autres possibilités aussi. Il faut voir l'application de l'article 1793 du Code civil. Il faut voir s'il y a des clauses qui ont été prévues, qui ont été convenues dans le contrat. Donc, ça dépend des cas, mais à mon avis, la meilleure arme, ou le meilleur angle d'attaque, c'est la bonne foi et la théorie de l'imprévision qui peut être utilisée de cette manière. OK. Alors, il y a une question suivante sur la suspension partielle du loyer. Ouais. Donc là, c'est… Peut-être que la personne peut préciser sa question en allumant son micro. Éventuellement. Là, normalement, tout le monde oui, c'était moi. Bonjour et merci pour l'information qui est très claire et complète. Donc, ma question, c'était, donc vous avez évoqué effectivement les fermetures totales de bureaux, notamment pour les activités non essentielles, dans certaines conditions. Est-ce qu'on peut, comme les commerces, appliquer aussi l'équivalent d'une fermeture partielle, même pour les activités dites essentielles, dès lors que les bureaux ne peuvent plus être occupés normalement? Alors, typiquement, je pense effectivement aux locations de bureaux d'avocats où on ne peut plus utiliser de salle de réunion, où les secrétaires ne peuvent plus travailler ou de préférence à distance. Donc, l'activité dite essentielle, mais on travaille quand même essentiellement à distance. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est excessif? Alors, bon, ça va dépendre des cas à l'autre. Ce qui est clair, c'est que même les entreprises, comment dirais-je, essentielles, doivent respecter les règles de distanciation sociale. Et donc, il faut vérifier si, compte tenu des règles de distanciation sociale et des différentes contraintes, la destination des lieux peut encore être respectée. Comme vous le dites, effectivement, quand on loue des bureaux, clairement, il y a des salles de réunion et autres. Ça, a priori… ça dépend. Ça dépend quel est le type de réunion, quelle est la taille de la salle de réunion, ça dépend de ce genre de choses. À mon avis, on peut sans doute imaginer qu'il y a une impossibilité partielle. Toute la difficulté de ça, c'est la discussion, à mon avis, elle va se mener au niveau des différentes conditions de la force majeure. Est-ce qu'il y a oui ou non une impossibilité raisonnable au regard de la destination des lieux, et deux, est-ce qu'il y a une divisibilité du bail au regard de l'intention des parties? Parce que si vous avez une impossibilité même partielle, mais que l'indivisibilité est totale, que le contrat doit être considéré comme un tout, l'impossibilité partielle va entraîner quand même une suspension totale du paiement du loyer, sous réserve de l'abus de droit. D'accord. C'est compliqué à utiliser en pratique, ces critères, je trouve. Alors, on a une question aussi. Merci. Pardon. Je pose encore quelques petites questions. La question est la suivante. Attend-on des problèmes plus particuliers pour des contrats avec une dimension internationale ou des questions d'épée vont alors se poser dans des contextes où les États prennent chacune des mesures régaliennes fortes? Ah oui, alors le DIP, ça c'est toujours amusant. Bon. La force majeure et l'inexécution, c'est réglé par la loi applicable au contrat. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de particulier. On doit vérifier quelle est la loi applicable au contrat. Et donc, c'est la loi, en principe, choisie par les parties. C'est l'article 3 du règlement Rome 1 et le domaine est réglé à l'article 12. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir s'il y a des lois de police. Et donc, à mon avis, il va falloir tenir compte des lois, de toute façon, indépendamment même de la question de savoir s'il y a loi de police ou pas. Il faut tenir compte des lois locales, si je puis dire, c'est-à-dire des lois du lieu où la prestation doit être exécutée, afin de, comment dirais-je, vérifier si oui ou non il y a une impossibilité. J'essaie d'ouvrir mon règlement romain en même temps que je vous parle pour vous donner la référence exacte à la disposition.
Voilà, il veut s'ouvrir, très bien. Et donc, c'est l'article 12.2 du règlement Rome 1, donc 593/2008, qui, à mon avis, pourrait être intéressant. On peut tenir compte des modalités d'exécution concrètes qui sont prévues par la loi du lieu d'exécution. Et donc, typiquement, non seulement, à mon avis, nos arrêtés ministériels qui prévoient les règles de confinement sont sans doute des lois de police, mais les lois de police ont un régime assez particulier parce que l'application des lois de police étrangères est un peu compliquée. C'est prévu à l'article 9.2 du règlement Rome 1 et on ne peut pas toujours tenir compte des lois de police étrangères, en tout cas lorsqu'elles ne rendent pas impossible, lorsqu'elles ne rendent pas illégale l'exécution. Mais indépendamment de ça, l'article 12.2 pourrait être invoqué, à mon avis, pour dire mais factuellement, imaginez que ce soit en Belgique que je devais exécuter l'obligation, même si le contrat est soumis à une loi étrangère, je dois de facto respecter la loi belge parce que sous peine de sanctions pénales, je ne peux pas, ou de sanctions administratives communales, je ne peux pas me rendre dans mon entrepôt parce qu'il y a ces règles de distanciation sociale ou autres. Et donc, je pense que vous allez pouvoir utiliser ces règles de confinement, enfin des règles applicatives de confinement pour justifier qu'il y a force majeure, mais les conditions de la force majeure et ses effets vont rester soumises à la loi applicable au contrat. Il faudra tenir compte également des contrats internationaux, de la Convention de Vienne, évidemment, parce qu'elle-même a des règles spéciales applicables à la force majeure et l'imprévision est admise plus largement dans la Convention de Vienne, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation de Belgique, mais pas par les autres juridictions internationales. Merci. Alors, la question suivante, c'est de savoir si un arrêté de pouvoirs spéciaux a été pris pour les locations saisonnières, locations à la côte belge qui n'ont pas été honorées, les agences qui invoquent l'obligation qui leur est donnée de postposer la location à l'année prochaine. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'arrêté de pouvoirs spéciaux. Enfin, bon, je suis le moniteur tous les jours, je ne vous prétends pas que je n'ai rien raté, mais à ma connaissance, et quand je vois en tout cas la liste des arrêtés de pouvoirs spéciaux publiés ce matin par avocat.be, il n'y a pas en tant que tel d'arrêté de pouvoirs spéciaux concernant spécifiquement cette question. Alors, il y a l'arrêté ministériel du 19 mars 2020, et cet arrêté ministériel est rédigé en des termes très larges, hein, puisqu'il vise, je cite, toutes les activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils avaient à l'esprit l'allocation à la côte belge en visant ça, mais ça ne me paraît pas impossible d'essayer de rentrer dedans, même si, comme je vous l'ai dit, la légalité de cet arrêté ministériel me paraît douteuse. La meilleure manière de s'en sortir, à mon avis, c'est de retomber sur le droit commun de la force majeure, en réalité. La force majeure suspensive ne vous donne pas un droit au remboursement. Donc, même s'il y a une impossibilité de louer pour le moment et d'y aller, alors, sauf si c'était une location saisonnière pour Pâques, évidemment, c'est peut-être ça que vous êtes en train de poser comme question. J'avais loué un appartement à la mer à Pâques. Alors là, on retombe sur la question, est-ce qu'on peut prolonger ou pas? À mon avis, non, parce que dans l'intention des parties, quand je loue pour Pâques, ce n'est pas pour partir en vacances au milieu de l'année, au milieu du mois de mai. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, il y aura sans doute une perte d'utilité qui impliquera que là, on devrait rembourser en principe. Sauf à invoquer l'abus de droit ou cet arrêté ministériel. Mais là, effectivement, ça me paraît difficile d'échapper au remboursement. Mais par contre, si j'étais le bailleur et que je voulais éviter de rembourser, je ferais une proposition. Je dirais au locataire, écoutez, je vous propose un bon à valoir pour les prochaines vacances de Pâques ou les prochaines vacances ceci ou cela. Et si le locataire refuse, je dis, mais alors là, c'est un abus de droit. C'est la seule manière que je vois pour essayer de s'en sortir. Alors, encore une question très pratique. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous confirmez que pour la relation bailleur-locataire dans le cas d'une habitation principale, la force majeure dans le cas de la crise Covid est sans effet? A priori, oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'impact sur la destination des lieux loués et si le locataire est confiné chez lui-même, c'est un bail de résidence principale, il n'y a pas de problème. On peut faire des nuances si on a affaire à un bail de résidence secondaire, par exemple. Là, évidemment, on ne peut pas s'y rendre. Ou si le locataire, en fait, n'est pas dans sa résidence principale, parce que ça arrive. Parfois, on habite ailleurs que là où on a signé son bail. Mais sous cette réserve-là, si vraiment le locataire continue à habiter, à mon avis, le locataire doit continuer à payer. Alors, je sais bien que ça pose des problèmes, mais la question est de savoir si c'est par la force majeure qu'il faut régler ces problèmes. Les particuliers peuvent introduire une procédure en règlement collectif de dette. Il va avoir cet arrêté de pouvoirs spéciaux qui va interdire toutes les saisies. Donc, il y a une série mais qui ne visent que les entreprises, je pense, cet arrêté de pouvoirs spéciaux. Donc, il y a le règlement collectif de dette, il y a le délai de grâce, il y a l'abus de droit, il y a d'autres manières d'y arriver.
Mais je ne pense pas que la force majeure, a priori, puisse jouer dans ce cas-là. J'ai encore une question par rapport au mariage et une autre concernant une doctrine, et puis je pense qu'on pourra clôturer la session de questions-réponses. Et la question, elle est relative donc à la première question relative aux organisations des mariages. Alors, est-ce que la force majeure va entraîner un report du mariage à une date ultérieure et donc une suspension des obligations, ou est-ce qu'il faut considérer que le mariage, c'était une deadline à laquelle on ne peut pas déroger, de sorte qu'il faut remettre les parties dans leur prestige d'état, et donc à un remboursement éventuel des acomptes versés. C'est à nouveau un problème d'interprétation, hein, mais à mon avis, je vous fais part de mon avis comme ça à chaud, quand on se marie, en général, c'est pour la vie. Et donc, dire que parce qu'on n'a pas pu se marier le 1er mai, on ne veut plus se marier du tout, je trouve ça difficile à soutenir juridiquement. Et donc, je pense que dans l'intention raisonnable des parties, ben, ça reporte le mariage. D'accord. Et alors, il y a une question, elle est revenue 2 fois, qui était relative à… Je vais vous la lire. Donc, concernant le risque qui pèse sur le débiteur de l'obligation contrariée, il existe une doctrine d'André de Bersac, de 1946, qui, renvoyant en 2 pages, et Laurent considère que la théorie des risques doit permettre de rétablir l'équité et de répartir ce risque sur les 2 contractants. Oui. Ce n'est pas l'état du droit positif. C'est une théorie intéressante, mais en tout cas, ce n'est pas… La Cour de cassation, donc de Bersac commentait un arrêt de la Cour de cassation de 1946 qui disait justement le contraire, qui consacrait la théorie des risques. Et la Cour de cassation a réitéré la théorie des risques en 1993. Et à ma connaissance, cette théorie des risques est tout à fait bien établie. Hein, quand on lit la doctrine tout à fait récente, et je vous renvoie à cet égard aux slides que j'ai publiés, aux 2 derniers slides que vous allez recevoir, mais donc avec toutes les listes de références. À ma connaissance, personne ne soutient ça. Donc, on peut essayer. C'est ce que je vous dis. Les enjeux économiques sont tellement importants que les plaideurs vont faire preuve d'imagination et peut-être que les juges auront la main sur le cœur, l'envie d'infléchir la jurisprudence. Mais en l'état actuel, je n'ai pas l'impression que c'est l'état du droit. Voilà, il y avait encore une dernière question, mais qui est aussi relative à des locations, et c'est la problématique des quotes étudiants. Et donc, la question, c'est de savoir si qu'en est-il par rapport à ces baux relatifs aux quotes étudiants? C'est une question délicate à mon avis. Hein. Je n'ai pas une réponse tout à fait tranchée parce que, à nouveau, il faut voir quelle est la destination des lieux loués. La destination d'un quote étudiant, c'est de pouvoir permettre à l'étudiant d'aller étudier. Bon. Or, il y a quand même 2 éléments qui ont l'air de contrarier cette destination. Le premier, c'est que, comme je vous l'ai dit, si en tout cas c'est un étudiant à l'université et pas en école supérieure, mais je crois que c'est pareil aux écoles supérieures, mais en tout cas je connais que l'université, les universités ont décidé de manière unanime d'arrêter les cours et de faire des cours à distance à partir de maintenant. Donc c'est un premier élément à prendre en considération. Le deuxième élément, c'est qu'un quote étudiant n'est pas toujours équipé ou prévu sur le plan sanitaire pour permettre le respect des règles de distanciation sociale. Je pense aux cuisines communes et les choses comme ça. Et donc, compte tenu de toutes les injonctions des autorités publiques, il y a beaucoup d'étudiants qui sont retournés vivre dans leur famille. Alors, est-ce que véritablement ça implique une impossibilité de respecter la destination des lieux ou pas? Ça, j'ai du mal à vous répondre in concreto. Il faudrait un peu plus d'éléments et je crois qu'il faudra supposer les différents éléments. Mais ça vous donne déjà 2 pistes pour apprécier si oui ou non la destination peut être respectée par le bailleur, me semble-t-il. Voilà, parfait. Merci beaucoup.